Bonjour à tous, c'est toujours un très grand plaisir de vous retrouver dans cette réunion annuelle de synthèse qui nous amène à réfléchir à des sujets très intéressants. Alors, si vous êtes insuffisant cardiaque, je vous invite à venir vous installer en Auvergne, puisque vous voyez que cette région qui est tout sauf éloignée du monde a aussi quand même un inconvénient, c'est que la charcuterie est excellente, donc c'est pas nécessairement très bon pour les alimentations sodées. Moi, je suis né à Vichy, j'ai fait une partie de mes études à Clermont-Ferrand, donc je suis attaché à cette région. Et pendant que le professeur parlait, je vérifiais mes courbes de poids. Bon, ça va, quoi. Mon compagnon Weezings m'a dit que ça allait, donc j'avais pas trop d'inquiétude à me faire dans l'immédiat. Alors, la thématique que vous avez choisie aujourd'hui est une thématique extraordinairement passionnante, car nous sommes clairement en face d'une nouvelle frontière dans ce monde qui se reconstitue en permanence sous nos yeux des technologies de l'information connectée. On a parlé ensemble ici d'automobile, on a parlé d'informatique classique, on a parlé de beaucoup de sujets, et on voit bien qu'à chaque fois, à chaque nouvelle étape de cette marche en avant de l'humanité, on va associer des objets techniques avec des comportements sociaux. Et c'est véritablement le cœur de la révolution numérique. Le thème que nous avions choisi, le choc numérique, pour le dernier ouvrage que j'ai animé, montre bien que nous ne pouvons plus aujourd'hui penser et réfléchir comme dans le passé, car l'ensemble de nos comportements sociaux, individuels, sont redéfinis, revisités par l'utilisation des technologies de l'information. Alors, c'est vrai que dans les étapes récentes, et notamment depuis que nous sommes tous dotés d'objets mobiles, nous avons découvert de nouveaux usages qui sont la relation extrêmement intime entre un potentiel technologique et une promesse de valeur dans l'évolution de nos comportements. Et on a bien vu que le smartphone, qui est véritablement la plus brillante des inventions des dernières années, a amené l'information globale chez l'utilisateur nomade, mobile. Et c'est ça l'astuce absolument géniale de Steve Jobs et de ses équipes, c'est d'avoir compris qu'en équipant un smartphone de toute une série d'outils, notamment un GPS, on allait faire exploser l'usage traditionnel de la téléphonie mobile pour découvrir de nouveaux territoires que personne n'avait imaginés, ni planifiés et organisés. Et ce premier objet connecté qu'est l'iPhone a ouvert la voie à une multitude de produits et de services connectés dont aujourd'hui nous n'avons pas encore complètement la visibilité sur l'impact socio-technique des prochaines années, des prochaines décennies. Donc mon objectif, après les exposés que vous avez eus ce matin et que vous aurez cet après-midi, c'est de vous donner une vision macroscopique autour de cette croyance que nous avons développée avec mes collaborateurs, qu'un système socio-technique est un système un peu en échelle de perroquet, où la technique fait des poussées et on se dit on ne comprend pas très bien à quoi ça sert, et la première réaction c'est la peur. La deuxième réaction, c'est la curiosité. Et la troisième réaction, c'est la banalisation. Aujourd'hui, plus personne ne s'extasie devant un iPhone. D'ailleurs, c'est assez curieux de voir le côté complètement désabusé des analystes chaque fois qu'il y a des nouveaux produits qui sortent. Or, l'iPhone, Apple, mais les autres smartphones n'ont que 7 ans. Et au bout de 7 ans, tout le monde dit « Oh, franchement, ce truc-là, c'est complètement banalisé. Il n'y a plus d'innovation. » Mais l'erreur, et c'est pour ça que cette échelle de perroquet est intéressante, c'est de croire que l'innovation, elle est technique. Elle n'est qu'un potentiel. L'innovation, c'est la rencontre entre le potentiel technique et un besoin humain. Et ces besoins, ils sont infinis. Et le premier besoin, monsieur, vous avez mis en évidence, c'est qu'on a tous envie de vivre vieux, en bonne santé, d'avoir du plaisir à vivre,
parce que l'allongement de la vie humaine n'a de sens que si on peut en profiter de tous ces avantages, et ça c'est tout à fait clé. Donc, ce que je vais essayer de vous dire aujourd'hui, c'est que, après, puis vous êtes nombreux ici familiers de la courbe du hype du Gartner, après de nombreuses années où on a dit, oh là là, la voiture intelligente, la maison connectée, la domotique, tout cela je le lis, et j'en parle d'ailleurs dans mes articles ou dans mes livres depuis une quinzaine d'années. Mais le fait déclencheur, c'est pas la technologie, c'est que l'adoption démocratique de la technologie, la facilité d'usage, l'interopérabilité des usages rendent le champ du possible parfaitement accessible à tout le monde. Et vous disiez qu'il fallait faire l'éducation au smartphone il y a quelques années. Aujourd'hui, je veux dire, il y a toute la planète a des smartphones. Il va se vendre en 2014 1,2 milliard de smartphones. 1,2 milliard de smartphones. À la fin de l'année 2014, 3 milliards de terriens vont être connectés à Internet. Et il y aura 6,8 milliards de terriens connectés au téléphone mobile. Alors il y a un peu de double compte parce que tous les bébés encore n'ont pas de téléphone mobile, mais dans tous les pays, y compris les pays émergents, on voit les enfants, les adolescents évidemment être dotés de téléphones mobiles avec plein d'usages sociaux, et pas simplement se dire « t'es où ?», qui est un des usages les plus importants de la vie sociale moderne, mais aussi échanger des choses extrêmement constructives et productrices de valeur. Alors, ce que l'on voit aujourd'hui, c'est que le monde des objets connectés, cette nouvelle frontière, est devenu un objet de communication grand public. Premier élément. Dans cette transformation socio-technique, il y a le fait qu'on en parle. Alors, moi, j'ai regardé, vous savez, les journaux qu'on distribue dans le métro, pour moi, sont très intéressants comme indicateurs de maturité d'un phénomène social. Si on en parle dans le métro, c'est que la réalité est là. Et on voit bien, alors les échos, c'est pas simplement que dans le métro, mais on voit bien quand même que la presse fait de l'objet connecté le produit de Noël 2014. Si vous n'êtes pas bardé d'objets connectés au pied du sapin, c'est que vous avez véritablement... vous ne vivez pas en Auvergne, c'est que vous n'êtes pas connecté et que vous n'avez pas cette aptitude à vous ouvrir. Deuxième élément, cet engouement se traduit aussi par l'offre. Parce que quand on parle d'un phénomène, on se dit, bon, voilà, c'est vachement intéressant, mais où on peut acheter ? Aujourd'hui, j'ai fait hier soir une analyse de ce qu'on trouve dans Amazon, pris au hasard, et regardez le sport, la santé, les montres connectées, l'audio-vidéo connecté, les jeux, et même une boutique de drones sur Amazon. Et quand j'ai vu le premier drone Parrot au Consumer Electronics Show, où je vais pratiquement chaque année, on se disait, à quoi ça va servir ? Aujourd'hui, le drone est devenu un des objets connectés les plus utilisés dans des usages collectifs et sociaux de façon très intéressante. Alors, je ne vais pas faire d'inventaire, parce qu'il bouge tous les jours. Je pense que si on regarde à peu près le marché, il doit y avoir 25 modèles de montres connectées, il doit y avoir 40 modèles de balances connectées, etc. On voit même maintenant des ampoules connectées, des voitures connectées bien sûr, des fourchettes connectées. La fourchette connectée, qui est une innovation française, Happyfork, qui a été présentée et qui a d'ailleurs eu un prix au CES 2014, c'est une fourchette qui mesure votre vitesse, la vitesse à laquelle vous mangez, pour vous permettre de manger moins vite, et ce qui, semble-t-il, est un élément de facilitation de la digestion. Vous allez avoir des vêtements connectés, c'est ce qu'on appelle l'informatique wearable, comme wear, et tout ceci va faire quoi ? Et c'est ça qui est intéressant de comprendre, parce que on travaille toujours, retenez l'image des chefs de perroquet, entre une espèce de fascination technologique, parce qu'on ouvre des portes, et c'est vachement sympa d'être bardé d'objets. Alors moi j'en ai partout, J'ai un capteur de mouvement, combien j'ai fait de pas ce matin 4028. C'est pas mal.
L'OMS recommande d'en faire 10 000. Et je pense que le cardiologue ne peut que confirmer ça. L'exercice physique, pour nous bipèdes que nous sommes encore, est la première garantie de santé à peu près durable. J'ai également aussi fait 47 mètres de dénivellation, parce que depuis que j'ai ce petit objet dans la poche, je ne prends plus jamais d'escalier mécanique. Et ça, c'est intéressant. Alors, par ailleurs, évidemment, je pourrais vous montrer mes courbes de poids. Je peux vous montrer toute une série de choses. Et ça, depuis plusieurs années, parce que j'ai eu la chance de rencontrer Eric Carrel, qui est le fondateur de Withings. C'est une entreprise leader mondiale des objets connectés. Et Eric, qui avait au CES de 2009 un tout petit stand, mais grand comme ce pupitre au CES, aujourd'hui a un stand grand comme cette pièce. Et c'est un entrepreneur français. Donc on ne peut que se réjouir de voir que dans le monde des objets connectés, nous avons beaucoup de technologies. Alors j'ai également une station météo connectée de la marque française Netatmo. Je vous conseille, c'est aussi un excellent cadeau de Noël, 169 €. Mais ce qui est intéressant dans la station Netatmo, c'est l'usage social. Et ce qui est tout à fait passionnant, alors, je crois qu'on en a mis une, j'ai dû en mettre une station Netatmo, non je ne l'ai pas. Dans la station Netatmo, la grande idée géniale, c'est pas simplement de vous donner une station, c'est de vous offrir la possibilité de partager les informations sur la température extérieure que vous collectez avec la communauté mondiale. Et ce qui est génial, et si j'avais Wi-Fi dans cette salle archaïque, je pourrais vous montrer la carte Netatmo. Je trouve ahurissant qu'au XXIe siècle, il n'y ait pas Wi-Fi partout. Heureusement que je ne suis pas venu avec une présentation précise, je ne pourrais pas vous la présenter. Et ça traduit bien cet archaïsme latent qui résiste dans nos entreprises et dans nos organisations françaises, c'est que la FNB qui nous accueille et à qui je rends hommage, n'a pas jugé légitime d'équiper ces salles de réunion de Wi-Fi, ce qui veut dire que l'usage des objets connectés est quand même relativement limité dans cette honorable profession. On s'en était rendu compte par ailleurs. Alors, les objets connectés, ça sert à quelque chose. Ça sert à développer du business pour créer des services nouveaux, et ça sert à valoriser une infrastructure technique qui aujourd'hui s'est développée avec un minimum de technologie, et c'est ça la grande intelligence du web, c'est que le web a une architecture d'une grande simplicité. Cette simplicité, évidemment, vous pensez bien qu'en 1969, les pères fondateurs de l'ARPANET n'ont pas imaginé que sur le web, on allait connecter des objets individuels. Absolument pas. En revanche, ils ont rendu, par la souplesse de leur architecture, cette prouesse possible. Et c'est ça qui est très intéressant, c'est que quand on dit objet connecté, on dit quoi? On dit capacité de capter de l'information partout, sauf ici, et de traiter cette information, ce qui nous amène tout de suite à un autre sujet qui est le big data, et de restituer cette information sous forme d'aide à la décision. Ce que l'on fait en santé, c'est de l'aide à la décision, mais cette aide à la décision peut aller jusqu'à l'acte lui-même, puisque dans de nombreux cas, les objets connectés ne sont pas que des capteurs, mais sont des actionneurs. Et ces actionneurs vont faire des choses à partir d'un certain nombre d'instructions, puisque les données qu'ils vont capter vont les amener à faire un certain nombre de choses intelligentes, et souvent plus intelligentes que ce que pourrait faire l'homme, qui est un peu le maillon faible des systèmes complexes. On le voit bien en conduite automobile, on le voit bien en gestion de l'énergie, autant de sujets sur lesquels on va revenir. L'objet connecté, je vous ai dit que c'était la nouvelle frontière, c'est une nouvelle révolution intérieure de la révolution Internet. La première révolution, c'était de se connecter avec un navigateur, Netscape, vous vous souvenez, à des tas de trucs sympas, même un peu
plus que sympa. Et on s'est découvert une liberté extraordinaire qui nous a permis de faire des choses extrêmement nouvelles et intelligentes et maintenant auxquelles on est associé. Le deuxième élément, la deuxième révolution, c'est qu'on a mis de l'intelligence, on a commencé à mettre de l'intelligence dans les objets mais non connectés. Les voitures étaient très intelligentes mais non connectées, c'est-à-dire des objets isolés. Et maintenant, la voiture connectée, c'est une voiture qui va parler aux autres voitures, donc on va capter de l'information et donner des informations en disant tiens, fais gaffe, il y a une plaque de verglas, ralentis, ou il y a un embouteillage, il faut changer d'itinéraire, etc. C'est ça l'intelligence du réseau. Donc ce qu'on voit aujourd'hui, c'est pas simplement l'objet connecté, c'est la somme des hommes et des objets connectés en réseau qui crée une nouvelle architecture de la société qui s'appelle le réseau maillé collaboratif. Et ce réseau maillé collaboratif, ce ne sont pas que les hommes physiques, mais c'est aussi les objets à partir desquels ils vont pouvoir renforcer leur compréhension de l'environnement et donc leur capacité d'action sur cet environnement. C'est pour ça que je parle, moi, volontiers d'hommes augmentés, parce qu'un homme qui dispose de toute une série d'outils autour de lui va faire des choses nouvelles qu'il ne savait pas faire avant et qu'il va faire beaucoup mieux. Je prends un exemple très simple. L'ESP. Vous connaissez tous l'ESP. Personne n'a de voiture dans la salle ? Ce serait plutôt une bonne nouvelle, mais pas pour les industriels de l'automobile, mais pour la planète. Mais l'ESP, c'est le machin intelligent qui vous permet, quand vous freinez sur une route mouillée, de ne pas vous envoyer en l'air. C'est pas l'endroit où il faut le faire. Donc, essayez l'ESP dans votre voiture, ben, vous allez voir que si vous mettez 2 roues, quand j'étais chez Renault, on a commencé comme ça à le faire, vous mettez 2 roues sur le bas-côté, vous mettez humide avec de l'herbe et 2 roues sur la route enneigée, eh ben, vous n'allez pas faire de tête à queue. Je ne vous invite pas nécessairement à vous livrer à cet exercice sur route ouverte. Mais c'est très intelligent. Et les gens me disent « Oui, mais moi, j'aime bien le plaisir de conduire, etc. » Oui, mais le plaisir de calculer la vitesse de rotation de chacune des roues et de mettre la pression sur chacun des freins de la voiture, ça, oublie ça. Même si tu as fait Polytechnique, ça sera extrêmement difficile. Certains peuvent encore le croire. Donc, quand on parle de révolution de l'objet connecté, on parle donc d'usages socio-techniques. Il ne faut pas en faire un vertige technologique, il faut en faire avant tout une réflexion humaine. Alors, ce sont bien évidemment des services pour les consommateurs, ce sont des opportunités pour les industriels. On parle d'une révolution qui touche tous les secteurs. Tous. Vous l'avez démontré ce matin, la santé vient d'en faire une démonstration brillante, l'énergie, évidemment, est complètement impliquée. Donc vous voyez que nous sommes dans un monde où chacun de nos métiers... Ce matin, j'étais avec des gens de la Fondation Somfy, qui font un travail tout à fait remarquable pour aider, grâce au crowdfunding, les associations qui aident les mal logés. Somfy est une entreprise française encore qui est en train complètement de révolutionner la fonction de régulation thermique de la maison. Et on voit bien que le métier classique dans lequel ils étaient, qui était de faire des moteurs électriques pour fenêtres, est complètement en train de changer. Le métier du cardiologue, et c'est très bien ce que vous avez dit sur l'ouverture au travail collaboratif de vos jeunes confrères, est en train de changer. On ne peut plus faire de la médecine au XXIe siècle si on n'intègre pas cette capacité à capter en temps réel des informations sur ses patients, en tirer des leçons et agir. Agir pour faire mieux, plus vite, moins cher. Et c'est ça, la philosophie de l'objet connecté. Faire mieux, plus vite, moins cher. Donc vous voyez qu'aucun secteur n'y échappe. Alors pourquoi c'est tout à fait intéressant? Parce que d'abord, c'est un marché colossal. C'est un marché colossal qui est générateur de valeur. Quel que soit votre métier, vous devez évidemment considérer l'objet connecté comme étant un élément de votre marché. Je l'ai vu dans l'automobile, on a été extrêmement sceptique pendant des années. Je l'ai vu dans le bâtiment
qui est encore assez retardataire sur ces éléments-là, alors qu'on voit bien que c'est un des éléments clés pour réduire notre déficit commercial, puisque vous savez que le déficit commercial, c'est 100% des importations d'énergie, 100%. Sur les 60 milliards de déficit commercial, l'importation d'énergie, c'est 60 milliards. Donc déjà, on réduirait notre dépendance énergétique, on créerait, sans faire des progrès particuliers sur notre capacité d'exportation, on réduirait notre balance commerciale. Il suffirait d'équiper tous les appartements neufs, toutes les maisons neuves et les maisons de moins de 20 ans de capteurs énergétiques intelligents pour réduire la consommation d'énergie. Ça, c'est un vrai projet politique. Il est tout à fait essentiel et évident. Donc c'est un marché considérable. C'est un marché pour les entreprises, mais c'est un marché aussi de services, parce que derrière, évidemment, il y aura des installateurs et des mainteneurs, mais il y aura aussi des gens qui vont inventer des programmes qui vont aller avec. Quand Netatmo met à disposition l'information météorologique sur une carte mondiale, eh bien, c'est très facile de capter ces informations pour proposer des services nouveaux. Alors, quelques exemples concrets pour vous montrer l'écosystème. C'est important de bien voir que l'objet connecté, c'est un réseau. Donc un écosystème multi-partenarial où le produit, le service que vous allez mettre en œuvre va se connecter pour faire un certain nombre de choses. Alors on le voit bien ici avec les thermostats. Un thermostat connecté, c'est le moyen évidemment de faire de la régulation thermique intelligente, puisqu'on peut rajouter des tas de programmes à cette fonction de capture et de capteur-actionneur. En mettant de l'intelligence dans le processus, on va pouvoir adapter les conditions climatiques à des programmes ou à des logiques qui vont pouvoir optimiser la réduction de la consommation d'énergie. Le deuxième exemple, c'est Jawbone. C'est un bracelet, il y en a plein d'autres. Il y a le capteur Withings, il y en a d'autres, et puis il va y avoir les montres connectées. C'est aussi mettre en œuvre un écosystème dans lequel l'objet connecté ne va pas se connecter directement au réseau Internet, mais va utiliser une plateforme qui est ou la tablette ou le smartphone, dont on voit bien qu'elle va être un concentrateur de données pour traiter intelligemment les données et donner un certain nombre de signaux au processeur. Donc on voit bien les architectures technologiques qui impliquent quoi ? La normalisation des échanges. Et ça, c'est aussi un grand élément qui a été un facteur déclencheur du développement de l'Internet des objets, c'est qu'on a enfin essayé de résoudre ce problème de non-compatibilité entre protocoles propriétaires. Le fait d'avoir des protocoles ouverts est la condition fondamentale au développement des objets connectés. Alors, c'est pas toujours facile, parce qu'on croit qu'en ayant son petit protocole, on va protéger son marché. C'est une absurdité. Aujourd'hui, ce qui fait le profit, c'est l'ouverture. Quand vous êtes ouvert, vous pouvez vous connecter à n'importe quel écosystème. Alors, ce marché est un marché colossal. Alors, il permet évidemment de générer des revenus pour tous les vendeurs et pour tous les prestataires de services qui vont exploiter ces outils. On voit bien que les grands acteurs de l'Internet, surtout d'ailleurs les acteurs d'infrastructure, comme Cisco, vont pouvoir jouer un rôle absolument majeur dans ce domaine. C'est pour ça que Cisco booste un peu les chiffres. Peu importe qu'on soit à 5, 6, 7 trilliards de dollars en 2020, on s'en fout et personne ne le sait. Donc on ne va pas se battre là-dessus. Ce qui est certain, c'est que les gens qui n'auront pas, dans leur processus industriel ou dans leur processus économique, intégré les objets connectés, seront out. Ce n'est pas un problème d'aimer ou pas aimer. Le corps médical qui a souvent été réticent à l'utilisation de la connectivité, aujourd'hui, on ne va pas lui demander son avis. Tout médecin, comme tout patient, va être dans une relation connectée. Et ça, c'est absolument indispensable. D'ailleurs, aux États-Unis, où on voit bien que, évidemment, le système de santé américain est très coûteux, il est payé par les assurances, et les assurances sont beaucoup plus coercitives que ne l'est la sécurité sociale.
Alors ça me fait vraiment marrer quand on parle de l'exercice libéral de la médecine, qu'on dit mon Dieu, la sécurité sociale, machin. Les praticiens aux États-Unis, ils sont vite hors champ s'ils ne respectent pas les règles des organisations. Donc vous voyez bien que cette connectivité, c'est un truc tout à fait clé, tout à fait sensible. Alors on voit aussi qu'il y a une acceptation très forte des objets connectés. C'est assez intéressant. La France, vous le savez, est un pays très original. C'est le pays où probablement, dans les pays de l'OCDE, les dirigeants d'entreprises ont le moins bien compris et le plus tard le phénomène Internet, mais où les citoyens de base, les personnes comme nous, ont un des meilleurs taux d'équipement au monde. Donc on est dans un espèce de paradoxe, et d'ailleurs ça se traduit par quelque chose d'assez curieux. 10% seulement des entreprises françaises font du commerce sur Internet, alors que 55% des citoyens français achètent sur Internet. La réponse, c'est quoi ? C'est qu'ils vont acheter ailleurs. Voilà. Et donc là, il y a une évidence, c'est que la connectivité des Français est très forte. Ce qui explique notamment qu'il y ait pas mal d'entreprises françaises dans le monde de l'objet connecté. Donc vous voyez que dans l'usage des objets connectés, le petit carré en bas à droite, je le trouve très riche. Premièrement, c'est faciliter la vie quotidienne. Bon, je me déplace, je vis mieux. Deuxièmement, je surveille ma santé, et ça c'est une excellente nouvelle pour le corps médical. C'est que cette prise de conscience de l'utilisation dans le champ du bien-être et de la santé des objets connectés crée une ouverture d'esprit pour avoir des attitudes de prévention. Et ça, je trouve ça une très bonne nouvelle, parce que le problème de la santé, pour vivre vieux et en bonne santé, il faut faire de la prévention, et notamment s'abstenir totalement de fumer, et faire de l'exercice, et manger convenablement. Donc si vous avez des petits objets qui vous rappellent tous les jours ce genre de règles de vie, ça sera plutôt bien. Se déplacer, l'enjeu est considérable. L'enjeu, il est énergétique. Vous savez que la population française vit majoritairement dans des grandes agglomérations. Centaines de grandes agglomérations, il y a 75% de la population française. Le déplacement en ville coûte cher à la communauté et génère des économies externes considérables avec la pollution atmosphérique, les particules qui sont aussi une des causes de pathologies cardiovasculaires et respiratoires. Donc, optimiser le déplacement, c'est quand même un truc très intéressant. Enfin, se protéger et suivre ses performances. Alors, Eldorado de croissance, oui, méchant de nouvelles batailles. Il est clair que dans une bataille que l'Europe a perdue, qui est la maîtrise des fondamentaux de l'Internet, on a perdu. On est inexistant. On avait un seule boîte qui tenait un peu la route, c'était Nokia. On l'a vendu à Microsoft après chaos technique. Donc l'Europe est nulle sur le plan des fondamentaux de l'Internet. Donc aujourd'hui, nous sommes à la remorque du GAFA, Google, Apple, Facebook, Amazon. Je dis souvent aussi le GAFA en rajoutant LinkedIn. Donc, notre environnement technologique et applicatif est aujourd'hui surdéterminé par la puissance impériale américaine. C'est un fait, c'est un grave échec de nos politiciens et donc du peuple, puisqu'on n'a que les politiciens que nous méritons. Donc aujourd'hui, on voit bien que les grands acteurs de l'industrie sont américano-chinois. Mais il existe en France des éléments de résistance très intéressants. Et c'est pour ça que j'ai fait la promotion de Withings ou de Netatmo et de quelques-unes autres boîtes. Il y a beaucoup de start-up dans les objets connectés en France. Et je pense que si on a encore une petite fenêtre de tir pour exister dans le monde de l'Internet, c'est par les objets connectés. Donc il faut investir de l'argent et mettre de la compétence dans tous ces domaines. C'est pour ça que la France, pour finir sur une note très positive, la France est aujourd'hui probablement un des pays qui peut offrir une alternative
technique et fonctionnelle dans le monde des objets connectés. Technique, en ayant toute une série de produits et de services, nos grands industriels, nos constructeurs d'automobiles, nos opérateurs dans le monde de l'énergie peuvent faire des choses intéressantes. Vous savez qu'on va tous avoir un compteur dit intelligent dans nos maisons. Il n'est pas vraiment encore complètement intelligent, mais c'est un début. On a des voitures qui sont connectées, on va avoir des balance Weezings partout et des stations Netatmo. Mais ce qui est intéressant là-dedans, c'est que le modèle d'affaires est un modèle collaboratif et les emplois des objets connectés vont se créer en périphérie de la technologie, mais dans les applications. Et on va, parce qu'on est assez bon en développement, être capable de développer toute une série d'apps connectés pour tirer profit de l'ensemble de ces outils. Et ça, c'est vraiment la bonne nouvelle. Et pour conclure sur un éclairage sectoriel, je pense que la santé va être le grand secteur dans les prochaines années. Alors attention, Apple, Google s'intéressent à la santé. Moi, je fais une séparation très forte entre le bien-être, où on va faire de l'exercice physique, etc., tout ça c'est sympa, mais on n'est pas dans la rigueur du protocole médical. Et puis, la santé proprement dite, qui répare et qui soigne, et qui, elle, est dans une rigueur scientifique et technique. Ce ne sont pas les mêmes produits, ce n'est pas les mêmes processus, ce n'est pas les mêmes protocoles. Il ne suffit pas de faire 10 000 pas par jour pour être en bonne santé. Donc c'est un peu plus compliqué que ça. Donc, parallèlement au monde des objets connectés, il y a aussi toute une réflexion à conduire sur le dossier médical personnel, sur l'exercice de la santé au sens large, comme vous l'avez dit, la relation entre la médecine de ville et la médecine hospitalière qui est infiniment plus chère. Donc vous voyez qu'on ouvre là un champ de réflexion sociétale. Mais là, on avait des questions il y a 10 ans, on a les réponses aujourd'hui. Et ça, c'est passionnant. Je pense que le professeur a une remarque. Il faut vous laisser conclure. Oui, je conclus. La domotique, alors c'est le deuxième sujet, puisque c'est l'énergie. L'énergie, il faut impérativement, le débat est clair, qu'on diminue notre consommation d'énergie. On s'est engagé internationalement, il y a Climat 2015, l'année prochaine qui se tient à Paris. Il faut qu'on réduise notre consommation d'énergie fossile, donc nos émissions de CO2, et pas que le CO2 quand on parle d'automobile, parce qu'on parle de polluant. Le CO2 n'est pas un polluant, c'est un gaz à effet de serre. Donc il faut qu'on s'empare de ce problème de la réduction énergétique, et les objets connectés sont le moyen d'y parvenir. À la fois en captant de l'information à la source, mais aussi en adoptant des bonnes pratiques. Voilà globalement la big picture, et on ouvre le débat.